Les très nombreuses investigations qui ont été réalisées par les enquêteurs nous ont amenés à identifier un immeuble situé rue Corbillon à Saint-Denis. J'ai encore en souvenir de beaucoup de bruit. Puis là, on est, entre guillemets, aidé par un détail qui va par la suite trouver toute son importance, c'est ces fameuses chaussures qui sont très caractéristiques, qui sont portées par Abdelhamid Abaoud. Le procureur annonce également une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Tout le monde s'en est sorti, on va dire, indemne, à part notre camarade qui a été blessé à la main. On est félicité, mais on sait très bien que c'est pas fini encore. Parce qu'on nous sensibilise pour dire, voilà, rentrez chez vous, prenez une douche, mais revenez au service parce qu'on sait très bien qu'on est reparti sur des enquêtes. À la suite du 13 novembre, c'est un petit peu comme après les attaques de janvier. En fait, on était maintenus sous tension, entre guillemets, tout le temps. Au fil des informations ou des fils qui étaient tirés par les enquêteurs, en fait, il fallait aller casser des portes, comme on dit dans notre jargon, ou suivre des gars pour récolter des infos, des adresses. Et puis voilà, donc en fait, on a été maintenus pendant des jours et des jours sous pression. Déjà, ce qui s'est passé au mois de janvier, ça nous a aidés. On s'en est servi comme expérience. Et ça n'a pas de prix. C'est l'expérience qui nous fait devenir meilleurs. Donc on savait pertinemment que tout n'allait pas s'arrêter après l'assaut. Quand on rentre chez nous, on n'a même pas le temps de discuter avec nos proches et tout. On veut récupérer au plus vite pour après être opérationnel pour la suite des opérations. Comme pour après l'hypercachère, la BRI était le bras armé de la crime, ce qui est naturel. Donc on ne s'est pas arrêté de travailler après l'intervention du Bataclan. Dès le lendemain, d'ailleurs, on a été appelé pour intervenir dans un hôtel dans le Val-de-Marne. On pensait qu'une partie du commando était encore cachée. En fait, c'était une des adresses dont ils étaient partis, où ils avaient abandonné les effets. Et on pensait que les chambres, d'ailleurs, étaient encore occupées, ce qui crée un peu de tension. Mais en fait, il n'y avait rien. Ils avaient laissé la télé et les lumières, mais il n'y avait plus personne. Voilà, mais... On a continué à travailler derrière. Effectivement, très tôt le matin, à 6h30, on part assez vite, on nous apprend qu'on va aller au Bataclan. Le rôle, c'est de sécuriser autour, donc les accès qui sont fermés à la population, sauf aux habitants, mais donc accompagner les habitants pour pas qu'ils s'éloignent d'un certain trajet, que la vie des Parisiens, la vie aussi des touristes puisse continuer comme avant. Éviter le surattentat aussi, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui peut se passer. À ce moment-là, les auteurs ne sont pas tous interpellés. Permettre à la PJ de travailler en toute sérénité. Bien sûr, au sein de la PP, évidemment, on bosse tous ensemble. Nous, la DOPC d'un côté, la PJ ensemble, la DESPAP qui arrive aussi. Tous main dans la main pour avancer très vite. Le but du jeu, c'est que la police judiciaire fasse son enquête rapidement. Donc pour les attentats de novembre, la brigade criminelle, évidemment, a été co-saisie avec la SDAT et la DGSI. La coordination procédurale incombait à la SDAT, eu égard au caractère international de ces attaques. Alors très concrètement, quand on a eu connaissance de l'attentat, le 13 novembre au soir, la sous-direction antiterroriste a été saisie en tant qu'ordonnateur d'enquête.
Et évidemment, le premier réflexe a été de se mettre en lien avec la préfecture de police de Paris pour pouvoir fusionner en quelque sorte les équipes d'enquêteurs et pouvoir mener en fait les investigations de manière véritablement coordonnée, intégrée, pour faire en sorte d'avoir le maximum d'informations en un minimum de temps. Nous avons été partie prenante aux investigations et la majeure partie des constatations nous a incombé. On est vraiment confronté à une attaque majeure, hors norme, qui n'a jamais eu lieu en France, je vous le rappelle, 130 morts, l'utilisation à la fois de gilets explosifs, donc du TATP avec des projectiles, et en l'occurrence des boulons métalliques qui étaient projetés à grande distance avec une vitesse très très importante. Ce qui était inédit, c'était le choix des cibles, puisque nous avions un stade de foot, donc en l'occurrence à Saint-Denis, une salle de concert, le Bataclan, et puis les terrasses, la bonne bière, la belle équipe, le petit Cambodge, etc. Nos process d'intervention, d'enquête, par un dispositif qu'on appelle le dispositif attentat, qui permet d'organiser l'enquête de manière très spécifique. Donc l'atelier victime, mais aussi un atelier d'enquête, les gardes à vue, les scellés, et chacun est responsable de son pôle, l'atelier international, etc. La difficulté, c'était évidemment de répondre à la demande à un instant T, c'est-à-dire qu'il fallait couvrir l'ensemble de ces scènes de crime, pouvoir fournir des réponses aux autorités sur les victimes, parce que là, pour le coup, avec 130 personnes décédées et des familles aux abois, puisque tout le monde essayait de malheureusement de savoir si des proches pouvaient être concernés. Et pouvoir mettre en place en fait une cellule pour pouvoir identifier à la fois les victimes décédées, mais également les victimes vivantes, les survivants, pour pouvoir les identifier, faire un bilan victimaire global précis, ce qui n'a pas été extrêmement facile, puisque évidemment, lorsque on est victime d'attentats dans la rue ou dans une salle de spectacle ou dans un restaurant, nous n'avons pas une liste préalable de gens qui sont rentrés dans les lieux. Donc il a fallu rechercher leur identité, et rechercher leur identité correspondait à mettre en place un protocole bien défini en police judiciaire qui s'appelle le protocole Interpol d'identification des victimes de catastrophes et qui permettent d'essayer d'identifier au mieux et de manière certaine surtout les personnes décédées sur place. Donc là, on est vraiment dans une configuration avec des scènes d'attentats multiples où la brigade criminelle prend un peu de recul et se pose en coordonnatrice des scènes de crime. Donc nous projetons une équipe de coordination et puis nous allons piloter, coordonner le travail de nos collègues des services territoriaux. Pour vous donner un exemple, rien que le Bataclan, qui est la scène majeure que nous ayons eu à traiter, on a mobilisé des services territoriaux, mais plusieurs services territoriaux pour traiter cette scène qui avait été découpée en zones. Et dans chacune des zones, nos collègues des services territoriaux devaient faire les constatations, malheureusement sur le corps des victimes, sur les armes retrouvées, les étuis, les projectiles relatifs aux gilets pare-balles, etc. Donc ça représente, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'ensemble des attaques de V13, puisque c'est ainsi qu'on a nommé ces attaques, ça représente plus de 2500 scellés. Parallèlement, alors qu'on s'occupe des victimes et des scellés pour identifier les auteurs, il faut très très rapidement essayer de localiser les auteurs, puisque si certains auteurs ont été neutralisés sur place, d'autres, vous le savez, ont pris la fuite et il y avait fort à parier qu'ils réitèrent leurs attaques meurtrières. Une fois qu'on a les idées plus claires et que, évidemment, l'enquête se déroule, la préfecture de police nous fait remonter les résultats de ces constatations, nous faisons nous-mêmes les exploitations des preuves, des écoutes téléphoniques, des remontées d'informations sur les renseignements. On a traité plusieurs
dizaines de milliers d'appels téléphoniques au numéro vert. Ce qu'on avait mis en place sur le traitement de toutes les informations qu'on recevait, ça repose vraiment sur la confiance qu'on peut avoir dans nos collaborateurs qui sont avec nous à ce moment-là. Et en fait, on leur demandait sur chacun des appels de mettre une note de pertinence, c'est-à-dire en gros de 1 à 5. Voilà. Quand on était sur un degré de pertinence assez faible, ben on les gardait pour après, pour une période de calme, parce qu'on était quand même obligé de prioriser. Par contre, quand on montait à un degré de pertinence supérieur, ben là, on envoyait tout de suite un groupe, on demandait tout de suite à un groupe de faire une vérification, une réquisition téléphonique, des recherches bancaires. Il y a un véhicule qui avait été retrouvé à la Croix de Chavaux, et puis du coup évidemment on s'intéresse aux vidéosurveillances. Bon, en l'occurrence il n'y a pas tellement de vidéosurveillance de surface, par contre il y a des stations de métro, donc on travaille sur les stations de métro, et puis là on est entre guillemets aidé par un détail qui va par la suite trouver toute son importance, c'est ces fameuses chaussures qui sont très caractéristiques, qui sont portées par Abdelhamid Abaoud, et en l'occurrence c'est des baskets fluorescentes orange, voilà, qu'on va voir dans le métro, mais qu'on a vu précédemment sur les vidéos des attaques. Le témoin qui appelle le numéro vert sur les attentats, qui, parmi les 17 000 appels, le policier qui a l'appel et qui a la clairvoyance de comprendre que ce témoignage peut être indispensable, et justement sa coordination de prendre en compte également ce témoignage anonyme dans un premier temps, que l'on va rechercher et qu'on va ensuite intégrer dans l'enquête, qui va nous permettre de découvrir la planque, le domicile de l'auteur principal. Domicile est un grand mot, puisque il s'agit de la voie publique à Aubervilliers, et puis ensuite une planque un peu plus définitive et en dur dans un appartement de Saint-Denis. Une fois qu'on a eu ce lieu d'intervention, on a appelé le RAID en plein milieu de la nuit. Je me souviens qu'il était 2h du matin. On leur dit, voilà, nous avons déterminé l'endroit où il faut intervenir, où susceptiblement se trouve le terroriste le plus dangereux d'Europe, qui vient de commettre des attentats, dont on nous dit que peut-être il commettra d'autres attentats, à la Défense notamment, ou dans un commissariat, ou dans des lieux où il y a des enfants, à 4h du matin. Nous étions tous sur place pour accompagner le RAID et pour pouvoir évidemment prendre en charge les éventuelles gardes à vue qu'il devait y avoir. Et nous avons assisté à partir du moment de leur intervention, je n'ai plus l'heure exacte, mais c'était évidemment au bon matin. On avait appelé préalablement le parquet pour s'assurer évidemment de la possibilité de rentrer dans un domicile de nuit, ce qui est possible en matière terroriste. Après évacuation de l'immeuble et de quelques personnes en toute discrétion, lesquelles ont été mises en garde à vue puisqu'on ne savait pas à qui on avait affaire, ils ont pu intervenir et dans un tir nourri, ils ont dû intervenir et neutraliser le terroriste. J'ai encore en souvenir de beaucoup de bruit, les retours radio qu'on avait, ils sont évidemment anxiogènes quand on n'est pas... on n'a pas le visuel, on ne sait pas ce qui se passe, et donc d'être très vigilant aussi sur les hauteurs des immeubles, puisqu'on ne savait pas si un terroriste n'était pas éventuellement sur les toits de l'immeuble.
Durant cette opération qui durera un peu plus de 7 heures, une femme notamment se fait exploser dans l'appartement visé par les forces de l'ordre. Elle était surveillée depuis hier par la police. Il pourrait s'agir d'une proche, peut-être de la compagne d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris. Une fois les tirs et l'intervention en fait du raid accomplis, nous avons procédé aux constatations sur l'immeuble. On s'est rendu compte qu'il menaçait de s'effondrer, donc on a interrompu et on a pu ensuite, après l'effondrement de l'immeuble, nous avons dû déblayer en fait les décombres pour pouvoir obtenir les preuves et puis pour pouvoir continuer tout simplement l'enquête. Moi, je rends hommage à tous les enquêteurs, qui soient de toutes les directions, de tous les services différents. Je rends hommage au RAID, à toutes les unités d'intervention qui sont intervenues dans ce contexte hyper tendu. Moi, j'ai vécu le courage qu'ont ses collègues d'aller au front et de ne pas se poser de questions, d'y aller parce que c'est leur mission. Et ça, je crois que c'est tout à fait remarquable. C'est en ce sens que, évidemment, je l'ai dit par le passé, mais que je continuerai à le dire. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'engagement d'un policier du maire général. On a vraiment partagé quelque chose. Et même si j'ai du mal à parler de fierté, parce que ce sont des événements très tristes et terribles, mais il y a quand même ce sentiment d'avoir fait notre travail de la meilleure manière possible, et puis on l'espère d'avoir apporté des réponses aux familles des victimes. Voilà.